Bienvenue. Aujourd'hui, nous rencontrons Jean-Marc Jancovici. Il est associé de la société Carbone 4 et est président de l'association The Shift Project. Cette association et cette société travaillent pour la décarbonation de l'économie. Il est également professeur à l'école d'ingénieurs Mines Paris-Tech et est membre du Haut Conseil pour le climat. Jean-Marc Jancovici, merci de nous accorder cette interview. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser sur la décarbonation de l'économie. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner les motivations des entreprises qui viennent voir le bureau d'études Carbone 4, spécialisé dans la stratégie bas carbone et l'adaptation face au changement climatique? Alors aujourd'hui, Carbone 4, c'est pas juste une société de conseil. Ça, c'était l'activité historique de ce qu'on faisait. Depuis maintenant 3 ans, on a une deuxième activité qui consiste à fournir des données au monde financier qui caractérisent, j'ai envie de dire, la performance climat des entreprises dont elles peuvent acheter les actions ou les obligations. Et puis, depuis le 1er janvier, on a démarré 2 autres activités qui sont une activité de formation et une activité qui est orientée autour du bilan carbone personnel, qui a un nom de code chez nous, qui est MyCO2. Donc aujourd'hui, on a 4 branches d'activité, on va dire. Alors les entreprises qui viennent nous voir, en fait, historiquement, c'était surtout nous qui allions les voir, parce qu'au début de l'activité de Carbone 4, en fait, les entreprises qui spontanément se disaient « Ah, le changement climatique est un truc absolument majeur, il faut que je m'en occupe séance tenante », il n'y en avait quand même pas beaucoup. Donc c'était plutôt nous qui allions les pousser du coude en leur disant « Est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez vous intéresser à ceci, à cela ?» Et en fait, jusqu'à il y a 2 ans, c'était exactement comme ça que s'écrivait l'histoire de Carbone 4. C'est-à-dire qu'on était très proactif commercialement. C'était comme ça qu'on trouvait des clients. Et donc, il fallait qu'on se creuse un peu la cervelle en se disant, tiens, telle entreprise, est-ce qu'on a quoi que ce soit à lui proposer pour lequel elle aurait envie de nous dire oui parce qu'elle pense que ça va être intéressant pour elle. Alors, bien évidemment, là-dedans, il y avait une activité historique de Carbone 4 qui était de faire des bilans carbone, de faire ce qu'on appelle maintenant des empreintes carbone, des inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, ça c'est pareil. Et dont le but est de regarder au sein de l'entreprise et à l'amont et à l'aval où sont toutes les sources de gaz à effet de serre dont dépend son activité. Donc si par exemple je vends des lunettes, eh bien il me faut extraire de mines des matériaux qui vont être nécessaires pour faire les verres de lunettes, du minerai de fer pour faire les branches de lunettes. Puis derrière, il me faut des usines qui fabriquent des matières premières ou du verre ou des plastiques spéciaux ou du polycarbonate, je sais pas quoi. Ensuite, il me faut des usines qui transforment ça en verre de lunettes, idéalement à la demande après que vous soyez passé chez l'opticien. Puis ensuite, il faut des transports jusque chez l'opticien. Puis il faut que l'opticien lui-même, il ait un magasin chauffé, etc. Et puis à l'aval, vous avez besoin de temps en temps d'acheter des produits d'entretien pour nettoyer les verres de lunettes. Bon. Et ben en fait, quand vous regardez l'empreinte carbone, j'ai envie de dire, d'un fabricant de lunettes, eh bien, vous devez tenir compte de tout ça, de la mine jusqu'au moment où le client a fait absolument tout ce qu'il devait faire avec ses lunettes. Donc ça, c'était une activité historique à Carbone 4. Et puis depuis, on a rajouté tout un tas d'autres trucs. Les entreprises, maintenant, il y en a qui commencent effectivement à venir nous voir. Alors, ce qui les motive, c'est pour une bonne partie un mélange de réglementation et d'effets de mode. Il y a une espèce de pression globale de la société civile qui fait que si on ne dit pas au moins qu'on s'occupe de ce problème, on a vraiment l'air de quelqu'un de pas sérieux. Une précision, depuis 2018, depuis l'été 2018, donc depuis la canicule, la première des 3 canicules sévères qu'on a eues en France, la tendance s'est inversée. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même beaucoup nous qui courions derrière le client. Depuis, c'est beaucoup plus le client qui nous court derrière. Et donc ça se ressent dans la montée en charge. Et je pense qu'il y a eu un des effets déclencheurs, ça a été la canicule de 2018. Et puis maintenant qu'on en a une par été, les gens commencent à se dire « Oh là, tout ça, c'est pas des blagues. Il est peut-être temps qu'on s'en occupe. » Ça va avec une pression de la société civile. Par exemple, au sein des grandes écoles, il y a un mouvement qui s'est créé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui fait que les entreprises qui n'ont pas l'air d'être un peu actives sur le sujet sont moins, entre guillemets, dans le coup. Et puis, comme on n'a pas affaire aux plus idiots qui soient, certains d'entre eux, dans les étudiants, se rendent même compte qu'il y a des entreprises qui disent mais qui font pas grand-chose. Donc maintenant, il y en a qui commencent à s'intéresser de plus près à la question. Après, il y a aussi des entreprises qui se sont rendues compte avec le temps qu'elles avaient un bénéfice à en retirer de cette affaire-là. Par exemple, si vous fabriquez des vélos, ou si vous êtes une entreprise de BTP spécialisée dans la réalisation de pistes cyclables, ou si vous êtes un constructeur spécialisé dans les maisons en bois, ou si vous vendez des matériaux d'isolation, et même si vous fournissez de l'électricité bas carbone, qui sort d'une centrale nucléaire, mais il faut le dire à personne, à ce moment, vous vous rendez compte que vous pouvez avoir intérêt à ce que les gens se préoccupent du sujet,
Et vous avez surtout intérêt à essayer de comprendre comment est-ce que vous trouvez au mieux votre place dans un monde qui a décidé de s'occuper du problème. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, les motivations des entreprises qui viennent nous voir, d'abord, elles viennent vraiment nous voir, ce qui est une innovation. Et ensuite, ça relève de tout un tas de préoccupations, depuis le dirigeant qui a compris qu'il y avait une inflexion stratégique irréversible dans cette histoire, qu'il allait vraiment falloir s'en occuper et qu'il avait besoin, que c'était pas inutile d'avoir des outils pour le sortir un peu du brouillard dans ce domaine-là. Jusqu'au responsable du développement durable qui est juste là pour enfiler les perles, mais il faut quand même qu'il ait l'impression de faire quelque chose d'intéressant et donc qui nous sollicite pour faire un truc qui, de notre point de vue, n'a pas beaucoup d'intérêt, mais quand même, il y a une demande. Voilà, donc on a toute cette palette des entreprises. Dans le monde financier, par ailleurs, il y a aussi une pression qui augmente. Alors là, la pression, elle vient plutôt du régulateur. Il y a quelques années, il y a le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, en 2015 pour être précis, juste avant la COP de Paris, la COP 21, qui a fait un discours qui a été un peu historique dans le monde financier, dans lequel il a dit que le monde financier était franchement à risque avec cette histoire de changement climatique. Et derrière ça, il y a un grand mouvement qui s'est emparé. Alors, grand mouvement n'est pas vraiment le mot. Il y a une grande vague de discours qui s'est emparée de ce monde-là. Mais c'est pareil, au sein de ce monde-là, un certain nombre de gens commencent à vouloir faire des choses pour de vrai, pas juste en parler. Et donc ça fournit aussi un volant de clientèle, avec là aussi une pression réglementaire qui se renforce, puisque dans la loi française, les acteurs du monde financier, ce qu'on appelle les gestionnaires d'actifs ou les investisseurs, sont tenus de dire ce qu'ils ont mesuré dans les portefeuilles qu'ils gèrent ou qu'ils détiennent au titre du climat. De le dire, où ils sont au moins tenus de justifier pourquoi ils ne l'ont pas fait. Mais voilà, donc tout ça crée une demande et la pression monte doucettement. Alors, on aura compris que le gouvernement veut allier écologie et développement économique. Et donc, pour ce faire, le gouvernement prend des mesures qui ne vont pas assez loin pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par la loi. Par exemple, l'État a été reconnu coupable d'inaction dans le procès de l'affaire du siècle. Et dans le même temps, il y a des députés, comme par exemple Jean-Luc Fugit, qui dit que oui à une écologie pragmatique et une nouvelle alliance entre l'écologie et l'économie, mais non à une écologie punitive radicale d'extrême gauche. Et donc, la question qu'on aimerait vous poser, c'est est-ce que selon vous, il y a une alternative à l'écologie punitive ? Tout ça, c'est un peu des batailles de mots qui n'ont pas beaucoup de sens, ou plus exactement, qui caricaturent un peu le débat. D'abord, il faut bien voir que l'écologie, c'est apprendre à vivre sur une planète dont le diamètre ne peut pas augmenter. Donc, à un moment, se soucier d'environnement, c'est nécessairement débattre de la restriction. Nécessairement. Préserver l'environnement, c'est accepter la limite. Par construction. Alors, est-ce que la limite est punitive ? Je ne sais pas. Quand vous êtes gamin et qu'on vous dit faites vos devoirs, c'est punitif ou c'est pas punitif ? Ou c'est au contraire aider les gens derrière à être libres ? C'est pas. Enfin, il y a tout un tas de philosophes qui ont expliqué que la liberté, en fait, c'était pas la jouissance sans limite, c'était une forme de fatalisme qui faisait qu'on les acceptait et qu'on ne pouvait vraiment être libre qu'une fois qu'on avait accepté des règles. Donc, voilà. Donc, pour moi, tout ça, c'est un peu des batailles de mots. La réalité, c'est que on n'a pas le choix de toute façon de ne pas se soucier d'écologie parce que sinon c'est l'écologie qui va se soucier de nous. Une croissance infinie dans un monde fini, ça n'existe pas. Donc si on ne s'occupe pas du problème, c'est le problème qui s'occupe de nous. Donc de toute façon, il n'y a pas l'option je ne m'occupe pas d'environnement. Il n'y a que l'option je ne m'en occupe pas volontairement. Mais sinon, de toute façon, il se rappellera notre bon souvenir. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que à partir du moment où gérer l'environnement, c'est gérer la limite, il y a des règles dont il faut qu'on se dote et ces règles, il faut qu'on les respecte. Donc, si on dit, par exemple, qu'on va limiter les émissions de gaz à effet de serre par Français, on va se donner des règles pour le faire. Et le propre d'une règle, c'est que normalement, vous punissez les gens qui ne la respectent pas. Voilà. Moi, j'aimerais bien, par exemple, qu'on punisse un peu plus méchamment dans ce pays les buralistes qui vendent des cigarettes à des mineurs, ce qui se fait tous les jours dans ce pays. Voilà. Est-ce que c'est une gestion punitive de la santé que de demander à des buralistes de ne pas vendre des cigarettes aux mineurs et de leur faire des misères s'ils le font ? Non, c'est le fonctionnement normal d'une société qui est de se doter de règles et de sanctionner les gens qui ne les respectent pas. Voilà. Donc, le côté moi, je vais faire juste une écologie enthousiasmante dans laquelle il n'y aura pas de règles à respecter et jamais de punition, c'est évidemment un effet de manche.
Maintenant, symétriquement, de penser qu'on va réussir à emmener toute une population dans un projet qui comporte des limites sans qu'il y ait quelque chose d'enthousiasmant derrière, on n'y arrivera pas. Donc, il est clair que dans le récit écologique, il faut qu'il y ait quelque chose d'enthousiasmant, il faut qu'il y ait quelque chose de positif. Alors, le truc le plus positif de la façon la plus évidente, en fait, il y en a deux, c'est l'espoir et l'emploi, c'est-à-dire le fait de voir l'avenir avec optimisme et par ailleurs d'avoir de quoi vivre à court terme. Aujourd'hui, je considère que l'offre politique qui va avec ce genre de projet, elle n'existe pas. Donc, les Verts, ou les écologistes dits d'extrême gauche, ne sont pas plus crédibles pour moi que les écologistes dits libéraux, parce que chacun de leur côté, ils ont une incohérence interne dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, comme le sparadrap du capitaine Haddock. Du côté des écologistes radicaux de gauche, j'ai envie de dire, il y a un côté excessivement romantique dans le rêve d'une société débarrassée d'un seul coup de toutes ces nuisances, qui empêche d'avoir des démarches pragmatiques de hiérarchisation des nuisances et d'affectation des moyens en priorité à la nuisance dont on veut se débarrasser en premier. Donc, quand ces gens-là sont près du pouvoir, il y a facilement une inadéquation des moyens avec la hiérarchie des nuisances. Et du reste, on le voit bien en France, ils sont très excités contre le nucléaire plus qu'ils ne le sont contre le changement climatique, ce qui ne correspond pas du tout, en ce qui me concerne, à la hiérarchie des nuisances que je fais. Du côté des écologistes libéraux, de l'autre côté, alors c'est ceux qu'on appelle classiquement les technoptimistes, et ces gens-là, à l'inverse, ils ont une incohérence sur la limite, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on va pouvoir marier la croissance économique avec la préservation de l'environnement, ce que même une instance officielle de l'Europe, à savoir l'Agence européenne de l'environnement, vient de reconnaître comme étant impossible dans un document qui a été publié il y a 3 semaines. Alors c'est assez rigolo de voir qu'une instance officielle de l'Union, c'est-à-dire l'Agence européenne de l'environnement, vient de se mettre en porte-à-faux avec une autre instance officielle de l'Union qui est la Commission. C'est quand même assez marrant. Et à mon avis, c'est prometteur. Ça veut dire que le débat commence à naître sur un sujet où il est mérité. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'offre, j'ai envie de dire, écolo-pragmatique. Alors, écolo-pragmatique, c'est, oui, on a besoin de rêves, mais on a besoin que ce rêve puisse s'incarner au moins pour l'essentiel et qu'il ne se termine pas en cauchemar. Et pour ça, on est obligé, me semble-t-il, de rêver quand même un tout petit peu en accord avec les faits, d'un côté comme de l'autre. Une écologie contraignante, ça vous semble socialement acceptable? C'est tout le défi, il faut que ça le devienne. Alors, il y a un parallèle que moi j'aime bien, qui est celui du tabac. Bon, le tabac, c'est pas quelque chose qui est aussi présent dans nos vies que l'énergie. Le tabac, même chez les fumeurs, ne régit pas la totalité de ce qu'ils font du matin au soir et du soir au matin. Mais sur le tabac, à force de dire c'est une cochonnerie, ça fiche votre santé en l'air, ça vous donne le souffle court, ça vous donne mauvaise haleine et ça vous fait finir dans un fauteuil roulant ou mort si vous n'avez pas de chance. À force de dire ça, la collectivité accepte, y compris une large partie des fumeurs, qu'il soit interdit de fumer dans les bureaux désormais, qu'il soit interdit de fumer dans les lieux clos, qu'il soit interdit de fumer dans les trains, etc. On l'accepte. D'accord ? Et globalement, vous remarquerez que l'essentiel, l'immense majorité des gens le respectent. Moi, je suis un usager des trains de banlieue en Île-de-France. Il arrive le samedi soir dans le dernier train qu'il y ait 3 personnes qui se planquent dans un coin pour fumer une cigarette ou un pétard, mais globalement, j'ai jamais vu une personne fumer aux heures de pointe à l'intérieur d'une rame. Alors que des gens qui fument sur le quai, il y en a plein. Enfin, déjà, ils ne devraient pas fumer sur le quai, mais enfin bon, là au moins c'est à ciel ouvert, c'est pas très grave. Et dans une station close, donc pas sur le quai à ciel ouvert, mais dans une station close, j'ai jamais vu personne fumer non plus. Enfin, c'est assez, non, quasiment jamais. Donc voilà une règle qui est contraignante. Et je peux vous assurer que pour un fumeur bien accro, se retenir de fumer, c'est dur. Et pourtant, tout le monde la respecte. Ou à peu près tout le monde. Donc, l'idée qu'on ne pourra jamais faire accepter la moindre règle contraignante à la population pour un motif qui lui paraît légitime ne me paraît pas fondée. J'y crois pas. Du reste, il y a un livre très intéressant d'un neurobiologiste, journaliste, qui s'appelle « Où est le sens ?» L'auteur s'appelle Sébastien Boller, qui est paru il n'y a pas longtemps, et qui dit que c'est même tout l'inverse. En fait, le sacrifice, c'est-à-dire un effort très important, est quelque chose qui est un signe permettant de créer une communauté. Et que, du coup, c'est dans nos gènes, quelque part, d'accepter de temps en temps l'effort parce que c'est un effort identitaire, c'est un effort qui nous soude. Donc, l'idée qu'on ne pourra jamais faire accepter le moindre effort à la population, moi, j'y crois pas. Par contre, ce à quoi je crois, et du reste, c'est le même qui le dit,
c'est que notre cervelle est ainsi faite qu'on a besoin de mettre les pièces du puzzle en cohérence les unes avec les autres. Et donc, ce qui marche mal, c'est l'effort incohérent. Dit autrement, qu'on demande un effort dans un ensemble qui n'a pas de cohérence. Donc, je pense que les gens sont beaucoup plus rétifs à l'incohérence qu'ils ne sont rétifs à l'effort en tant que tel. Quand il s'agit d'aller se faire tuer parce que c'est la guerre, les gens y vont. Et c'est quand même plus violent d'aller se faire tuer que de monter sur un vélo. Donc, je suis pas sûr que le vrai problème, ça soit l'incapacité de faire des efforts. Je pense qu'il y a une confiance dans la construction collective qui est un obstacle plus difficile à franchir aujourd'hui. En 2019, le gouvernement a fait voter la loi d'orientation des mobilités. La RE 2020 prévoit de supprimer le chauffage au gaz dans les constructions neuves et revoit les exigences de performance thermique des bâtiments neufs à la hausse. Donc ces lois s'inscrivent dans la stratégie nationale bas carbone qui vise à la neutralité carbone pour la France en 2050. Est-ce que ces lois ne vont-elles pas dans le bon sens et est-ce qu'elles sont à la hauteur des enjeux environnementaux? Alors pour le moment, il n'y a qu'une seule manière de savoir si la France est à la hauteur des enjeux environnementaux, c'est de regarder si sa trajectoire, si l'évolution de ses émissions territoriales, sont en accord avec ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire la trajectoire que doivent suivre ces émissions pour que, effectivement, on arrive à la neutralité carbone en 2050. Alors la neutralité carbone, je rappelle que c'est un état où les sources de gaz à effet de serre, donc ce qui à l'époque, en 2050, sortira encore des chaudières de bâtiments, des chaudières d'usines, des champs. Alors les champs, c'est pas parce que ça brûle, c'est le méthane qui vient des ruminants. Quand je dis les champs, c'est du monde agricole, et le protoxyde d'azote qui vient de l'épandage des engrais. Mais si on regarde tout ce qui sortira encore à cette époque-là et des moteurs de voitures s'il en reste, eh bien, il faut que ça ne soit pas plus que ce que les puits, c'est-à-dire essentiellement les forêts et les sols agricoles, quand ils sont bien gérés, permettent de récupérer. Et je dis les sols agricoles quand ils sont bien gérés parce qu'en ce moment, les sols agricoles déstockent du carbone. Il faut les traiter d'une manière très différente pour qu'ils veuillent bien restocker du carbone. En particulier, arrêter le labour, remettre des arbres dans les champs, etc. Donc, la seule manière de savoir si on peut arriver à cet état-là de neutralité carbone, c'est de regarder comment évoluent les émissions année après année, et de regarder par ailleurs si le gouvernement a un plan cohérent pour l'avenir pour que ces émissions baissent tout en respectant les autres objectifs qu'il s'est fixés. Alors aujourd'hui, la réponse est non. Par exemple, le gouvernement entend augmenter la production économique, ce qui, toute chose égale par ailleurs, fait augmenter les émissions, puisque plus de production économique, c'est plus d'usines qui tournent, plus de transports qui tournent, plus de etc. Donc c'est plus de CO2 dans l'atmosphère. Je dis bien toute chose égale par ailleurs. Et en face de ça, si vous devez avoir moins de CO2, vous vous rendez compte que vous êtes en train de parier sur un progrès technique pour compenser la différence qui n'est pas à la hauteur des espérances. Et ça fait très longtemps qu'il n'est pas à la hauteur des espérances. Donc, il n'y a pas de plan cohérent au sens où aujourd'hui, les ordres de grandeur n'y sont pas. Alors, ça n'empêche pas de temps en temps le gouvernement de prendre une décision qui va dans le bon sens. Toute la question étant de savoir si l'ensemble des décisions qu'il prend est suffisant pour qu'on respecte cette trajectoire pour nous amener vers la neutralité carbone, qui elle-même est un corollaire indispensable de la fameuse limite des 2 degrés dont vous avez peut-être entendu parler pour le réchauffement climatique maximal admissible entre l'ère pré-industrielle, donc en 1850 on va dire, et 2100. Il faudra voir, alors si je suis un tout petit peu plus détaillé, les émissions du parc de bâtiments aujourd'hui, les émissions directes, donc en fait les chaudières au gaz et au fioul, pour être précis, viennent essentiellement du parc installé. Le fait qu'on interdise le chauffage au gaz dans les logements neufs, ça ne change pas les émissions du parc installé. Donc, les émissions du parc installé, elles se suppriment en enlevant les chaudières au gaz et au fioul qui existent. Alors, le gouvernement vient aussi de faire un pas dans cette direction avec le diagnostic de performance énergétique qui va faire rentrer dans les passoires énergétiques de 1 million de logements. Mais enfin, rien que des logements chauffés au fioul, il y en a 5 millions. Et ces 5 millions de chaudières, il faut s'en débarrasser en totalité dans les décennies qui viennent. C'est possible, mais ce n'est pas juste la mesure qui vient d'être votée qui le permettra. Pour les véhicules, c'est pareil. Prendre un engagement quand on est élu en 2020 sur ce qui se passera en 2040, c'est facile. Hollande, quand il a été élu en 2012, il a dit 50% de nucléaire en 2025. Bon, c'était facile, il ne serait plus là. Donc, ça ne mangeait pas de pain et vous pouvez voir la facilité qu'il y a à respecter cet engagement, dont je pense par ailleurs qu'il était idiot. Mais même s'il avait été intelligent, de toute façon, vous voyez bien que la vitesse à laquelle les choses avancent, ce n'est pas celle des promesses électorales.
Donc, on verra ce qui se passera en 2040. Je ne sais pas. D'ici là, on se sera probablement pris 4 crises économiques, 3 Covid. Voilà, donc je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que juste dire ça sera interdit en 2040, sans avoir un tout petit peu pensé l'évolution du système entre-temps, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura assez de voitures électriques pour que les gens qui ont un boulot puissent y aller? Est-ce que s'il y a beaucoup moins de voitures, il y aura assez de pistes cyclables et de vélos électriques ou de vélos tout court et de bus pour que les gens, etc. Je pense que juste décider d'une interdiction, c'est ne pas avoir fait la totalité du chemin. La totalité du chemin, vous l'avez faite quand vous êtes un peu pressuré la cervelle pour savoir à quoi pourrait ressembler la construction d'ensemble. Vous pensez que la loi L'Homme, elle va pas assez loin et elle est pas assez construite? Je ne sais pas si elle va pas assez loin, mais je pense surtout que d'une manière générale, les lois ne sont pas assez construites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à faire de la politique du monde infini, c'est-à-dire à promettre tout et son contraire, et en pensant que c'est pas très grave, puisque comme on est dans le monde infini, on peut empiler les promesses pour tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez du programme électoral de Hollande, mais enfin, c'était 60 promesses faites à 60 catégories de la population. Alors, c'était moitié moins que Mitterrand, qui en avait fait 110, mais c'est une façon de raisonner qui est une façon dans laquelle vous n'êtes même pas à la recherche d'une cohérence d'ensemble. Vous vous contentez de dire je donne un peu plus à chacun et puis comme ça tout le monde est content. Mais ça marche dans le monde infini. Dans le monde fini, ça marche pas. Vous êtes obligé de faire des choix. Et aujourd'hui, la façon d'organiser les choix, elle n'existe toujours pas dans le monde politique, qui continue à croire, bien que ce soit l'inverse qui se produise depuis 10 ans, que la croissance forte va revenir et que du coup leurs problèmes vont passer derrière eux. Mais vous avez fait des interventions pour l'Assemblée nationale ou pour le Sénat, je ne sais plus. Vous avez été en contact avec des politiques. Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous êtes ignoré? Le politique ne tient compte de ce que vous lui dites qu'à un certain nombre de conditions qu'à votre âge, il est important d'avoir en tête. La première des conditions, c'est qu'un politique a envie de suivre le raisonnement que vous lui proposez à la seule condition que vous représentiez un pouvoir de nuisance potentiel. Donc, alors qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir de nuisance potentielle pour un politique? C'est mobiliser une partie de son électorat contre lui. C'est alors en direct, c'est-à-dire qu'il a une mauvaise image, en indirect, parce que vous faites du chantage à l'emploi et les pertes d'emploi, c'est quelque chose qu'un élu n'aime pas du tout. Enfin voilà, il faut que le politique ait l'impression qu'à ne pas écouter ce que vous lui dites et à ne pas suivre les recommandations que vous lui faites, il va avoir la vie plus difficile que s'il le fait. Voilà, c'est à cette seule condition que ça sert à quelque chose de proposer. Enfin, exactement, c'est à cette seule condition que vous pouvez influencer une décision politique. C'est comme ça. Donc, le politique n'est pas accessible au raisonnement rationnel pour la beauté de la chose. Il est accessible au raisonnement qui va lui permettre de gagner les faveurs d'une partie croissante de l'électorat ou de conserver son électorat actuel ou de pas trop en perdre. Ça dépend des cas de figure. Ou d'espérer en regagner. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc un politique, ça l'intéresse de vous écouter si vous avez un pouvoir de nuisance et si vous avez, en même temps que vous lui parlez d'un problème, des éléments de solution à lui proposer qui lui laissent penser qu'en les suivant, il va y gagner quelque chose. C'est malheureusement très, très trivial, le fonctionnement d'un politique. Ça ne les empêche pas d'être des gens intéressants pour certains d'entre eux. Et il y a une illusion à laquelle on cède quand on est jeune et naïf, comme je l'ai été, et à laquelle on cède moins quand on commence à devenir un peu plus vieux et avec quelques cheveux blancs, c'est que quand on sort du bureau d'un politique, qui sont après des gens normaux quand vous les voyez entre quatre murs, vous avez toujours l'impression qu'ils ont compris ce que vous leur disiez et qu'ils vont en tenir compte. Voilà. Et derrière, en fait, c'est à peu près comme si vous n'étiez pas allé les voir. Donc, ils feront exactement ce qu'ils auront envie de faire, ou plus exactement, ils obéiront à la logique que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, 9 fois sur 10, vous n'entendrez plus parler de rien et ils ne feront absolument rien de ce que vous leur avez suggéré, proposé, etc. Puis, de temps en temps, vous avez une bonne surprise, mais vous n'êtes pas du tout sûr que c'est parce que vous êtes allé les voir. Mais du coup, il y a quand même beaucoup plus de gens, en tout cas de plus en plus, qui sont conscients des enjeux environnementaux. Je crois que l'affaire du siècle, c'était la pétition, enfin en tout cas une des pétitions qui a été le plus votée. Il y a eu toutes les manifestations pour le climat. Ça va changer, non? Ou... Il y a un sondage, une enquête que je viens de voir passer avant-hier. La tranche d'âge qui est la plus sensible à l'environnement dans ce pays, c'est les 15-25 ans. Il se trouve que c'est aussi, alors pas la première, mais la deuxième tranche d'âge dans ce pays qui prend le plus l'avion. Donc les gens de votre âge, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont totalement ambivalents. Et ils oscillent entre des grandes revendications qui sont l'émanation d'une forme d'angoisse de l'avenir
et des comportements consuméristes poussés à l'extrême. C'est les mêmes qui se précipitent dans les ventes du Black Friday, etc. Donc c'est très très difficile d'avoir un jugement définitif en disant oui, la population est en train de se mobiliser. Les signataires ça engage à rien de signer la pétition de l'affaire du siècle. Enfin, ça engage pas à grand chose. Vous n'êtes pas en train de dire je signe, donc je prends l'engagement soit de changer ma chaudière, soit de me peler chez moi, d'arrêter de prendre l'avion, de plus manger de viande rouge sauf une fois par an, un pot-au-feu. Enfin, c'est pas ça qui va avec l'engagement que vous prenez. Vous dites juste il faudrait que l'État s'occupe du problème. Oui, mais ça, on est tous d'accord. Moi, j'aurais signé aussi. Je veux dire, c'est pas le sujet. Et après, ça veut dire quoi, s'occuper du problème? Si, quand l'État s'occupe du problème, il dit à partir de maintenant, la circulation sur les routes va être limitée à 70 km/h partout et tout le temps. À votre avis, quelle est la fraction des signataires de la pétition qui dit ah ben non, finalement, non. Voilà. Donc on est dans la pétition de principe. Alors, la pétition de principe, elle ne dit qu'une chose pour moi, elle ne dit pas ce à quoi les gens sont prêts, elle dit qu'ils ont envie d'en discuter. Voilà, c'est ça que ça dit. Donc, en gros, 2 millions de personnes qui signent ce truc-là, ça veut dire j'ai envie qu'on y passe du temps. Mais ça dit absolument pas ce à quoi les gens sont prêts. Alors, ça ne remet pas en cause ce que j'ai dit juste avant, qui était que je suis sûr que les gens sont capables d'accepter des efforts. Par contre, je suis tout aussi sûr que c'est pas la signature de la pétition de l'affaire du siècle qui en est le marqueur. C'est pas aussi simple que ça. L'État, c'est nous, comme disait je ne sais plus qui. Donc, si on dit à l'État d'agir, au fond, ça veut dire qu'on se met en demeure, nous-mêmes, d'agir. C'est ça que ça veut dire. Le pilier de la transition énergétique repose sur la baisse de consommation d'énergie dans nos sociétés. Quelles sont les pistes prioritaires de réduction de consommation dans notre société? Alors, je ne sais pas quelles sont. Enfin, je vais vous répondre autrement. Quand vous regardez quels sont les gros postes de consommation d'énergie, c'est-à-dire quels sont les gros postes d'emploi de machines, parce qu'il faut rappeler que l'énergie, en fait, c'est pas nous qui la consommons. Vous n'avez jamais mis, ou en tout cas pas très longtemps, vos doigts dans une prise, et je ne crois pas que vous ayez jamais bu du pétrole. Donc, en fait, c'est pas vous qui consommez l'énergie. Ce qui consomme de l'énergie, c'est des objets, ça s'appelle des machines, qui travaillent pour nous. Donc, dire où sont les gros postes de consommation d'énergie, ça revient à dire où sont les gros parcs de machines, où sont les endroits où il y a des machines qui travaillent pour nous. Alors, un premier poste de consommation d'énergie important dans le monde, c'est l'industrie. Là, il y a des machines qui travaillent pour nous, qui écrasent l'acier pour nous, qui fondent le métal pour nous, qui tréfilent, qui extrudent, qui laminent, qui aplatissent, qui vissent, etc. Le deuxième poste important de consommation d'énergie, c'est les transports. Donc là, on a des machines qui déplacent des gens ou des marchandises. Après, vous avez un troisième poste de consommation d'énergie important dans le monde en général et en France en particulier, c'est les bâtiments. Alors, dans les bâtiments, vous avez des machines qui assurent le confort thermique, c'est les chaudières, c'est ce qui produit de l'eau chaude sanitaire. Et puis, vous avez des machines qui élèvent, c'est les ascenseurs, des machines qui cuisent, des machines qui réfrigèrent, des machines qui éclairent, tout un tas de machines, des machines qui chantent, ça s'appelle une radio. Donc, vous avez en gros, donc le bâtiment, les transports et l'industrie, c'est les grands ensembles dans lesquels on a des gros parcs de machines. Après, il y a des parcs de machines qui sont très structurants pour l'activité de la société, mais moins gros dans l'agriculture. Et puis, on a des machines également dans le secteur énergétique qui ne sont pas des machines qui nous rendent directement des services, mais qui sont des machines, qui ne produisent pas directement des choses, mais qui sont des machines qui transforment l'énergie qu'on trouve dans l'environnement, du pétrole brut ou des chutes d'eau, en énergie que nos esclaves mécaniques, c'est-à-dire nos machines qui cuisent nos aliments ou qui nous déplacent, sont capables d'utiliser. Donc là-dedans, on va trouver les puits de pétrole, les raffineries, les oléoducs, les tankers, les centrales électriques, etc. C'est ce qu'on appelle le système énergétique. C'est aussi un gros ensemble de machinerie qui ne produit pas directement des vêtements ou des lunettes, mais qui par contre fait tourner le parc de machines qui lui fait ça. Donc si on veut s'occuper de réduire la consommation d'énergie, eh bien, il faut s'occuper de réduire celle des bâtiments. Donc on peut avoir moins de bâtiments ou essayer de les rendre plus efficaces. Il faut réduire la quantité d'énergie utilisée dans les transports. Pareil, on peut avoir moins de transports ou essayer de les rendre plus efficaces. Il faut réduire la quantité d'énergie dans l'industrie. Donc, on peut produire moins d'objets ou essayer de rendre ça plus efficace. Voilà, en gros, les gros postes de consommation d'énergie. D'accord. Donc, on a bien compris que le premier pilier, c'est réduire la consommation d'énergie. Et le deuxième pilier, c'est quand même produire de l'énergie décarbonée. Et donc, selon vous, c'est quoi le mix idéal qu'il faudrait avoir en France pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre? Quand on fait des règles de 3, c'est-à-dire qu'on regarde un peu
Qu'est-ce que ça veut dire de supprimer la quasi-totalité des émissions de CO2 dans le système énergétique? On se rend compte que ça veut dire essentiellement électrifier l'ensemble de nos usages aval. Donc ça veut dire avoir des transports électriques, ça veut dire avoir du chauffage électrique et ça veut dire avoir des procédés industriels qui fonctionnent à l'électricité. Le potentiel des énergies renouvelables pour produire de l'électricité est très limité par des facteurs géographiques que sont les montagnes pour l'hydroélectricité, les forêts pour ce qui vient du bois, et le vent et le soleil, c'est-à-dire l'espace, parce qu'il faut de la surface, quand on s'occupe du vent et du soleil, parce que c'est des énergies qui sont diffuses, donc il faut des grandes surfaces pour la collecter. Quand on regarde les ordres de grandeur en présence, en fait, on se rend compte que les deux énergies renouvelables les plus efficaces, c'est le bois et l'hydroélectricité, c'est justement celles qu'on a utilisées le plus, j'ai envie de dire, et depuis le plus longtemps. L'ancêtre de l'hydroélectricité, c'est les moulins à eau qui sont connus depuis 2000 ans. Et le bois, ça fait 500 000 ans qu'on s'en sert. Donc en fait, le vent, ça fait aussi des milliers d'années qu'on s'en sert. Donc en fait, les énergies renouvelables sont des énergies anciennes, hein, c'est pas du tout des énergies modernes. Les énergies modernes, c'est bien les énergies fossiles. Et quand on regarde les ordres de grandeur, en fait, on se rend compte que qu'on est dans un système qu'on réfléchit physique et pas économique. Eh bien, on se rend compte que de faire fonctionner un pays comme la France avec juste des énergies renouvelables, ça marche pas, il n'y a pas assez d'espace. Donc peut-être que l'Australie, 17 millions d'habitants ou 20, je sais plus maintenant, sur un continent immense, peut fonctionner juste avec des énergies renouvelables, pas exclu. Peut-être que la Russie peut fonctionner juste avec des énergies renouvelables. La France, c'est sûr que non. On est déjà trop densément peuplé sur un pays qui n'est pas assez grand pour qu'on fonctionne uniquement avec des énergies renouvelables, pour avoir un système industriel. Enfin, on peut, mais pas avec le système industriel qu'on a aujourd'hui, et donc pas avec le pouvoir d'achat et l'abondance d'objets qu'on a aujourd'hui. Une fois que j'ai dit ça, je ne vais pas vous répondre en termes de mix idéal, je vais vous répondre en termes de priorité. Ça veut dire que nous avons deux priorités dans la gestion de notre avenir énergétique. Nous avons une première priorité qui est la sobriété. Il faut accepter de se déplacer sur un vélo électrique qui fait 20 kg plutôt qu'une voiture électrique ou pas électrique qui fait 1 tonne. Il faut accepter qu'on va partir moins vite, moins loin et pour plus cher que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il faut accepter qu'on va manger moins de viande et que pourtant la nourriture va coûter plus cher. Et il faut accepter qu'on va arrêter de construire à tire-larigot et qu'on essaiera de se tasser, ce qui est quand même pas complètement impossible. On peut quand même optimiser nettement le parc de logements qu'on a actuel. Il y a un quart des logements qui sont vides à Paris. Enfin bon, bref, quand même un peu de marge. Donc ça, c'est un élément dit de sobriété. Et puis après, dans la décarbonation de l'électricité, enfin dans la décarbonation de l'énergie, donc dans le fait de passer à de l'électricité décarbonée, la très mauvaise nouvelle pour une bonne partie des environnementalistes, c'est qu'en fait, le plus efficace et de loin, c'est de miser sur l'énergie nucléaire. Pour des raisons physiques, parce que l'énergie nucléaire est une énergie qui gère des réactions très très concentrées. En fait, dans le nucléaire, vous avez autant d'énergie en fissionnant un gramme d'uranium qu'en brûlant 1 tonne de pétrole. Donc, vous manipulez des toutes petites quantités de matière pour obtenir des très grandes quantités d'énergie. C'est la raison pour laquelle un réacteur est très dense. Hein. C'est un truc qu'il faut bien protéger parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans un tout petit volume. Mais par ailleurs, ça a beaucoup d'avantages. Ça utilise peu de matériaux parce que ça n'utilise que des petites quantités de matière. Ça utilise peu d'espace. Par exemple, le nucléaire est à peu près 1000 fois moins consommateur d'espace au sol que le solaire. C'est quand même pas le moindre de ses avantages. Et tout ça se fait dans des conditions techniques et de dangerosité qui sont, quand vous regardez les faits et non pas les gros titres de journaux, tout à fait acceptables au regard des risques qu'on accepte de courir par ailleurs avec la voiture, la cigarette ou même les piscines. Il y a quelques centaines de morts par an à cause des piscines. Si vous avez un enfant de 2 ans, les piscines sont beaucoup plus dangereuses pour lui que les centrales nucléaires. Donc je ne sais pas dans quel mix idéal ça nous emmène. Par contre, je sais dans quelle direction il faut partir. Et à long terme, vous voyez possible encore l'utilisation du nucléaire Oui, parce que les ressources du nucléaire ne sont pas non plus illimitées. Rien n'est illimité. La question est de savoir si l'humanité s'éteindra pour un problème lié au nucléaire, si on va dans le nucléaire, ou pour autre chose. Dit autrement, est-ce qu'on manquera de ressources pour faire tourner des réacteurs nucléaires, ou est-ce que de toute façon l'humanité s'effondrera parce qu'on n'aura plus à bouffer, il n'y aura plus assez d'insectes, etc. Donc là, pour le moment, on est quand même bien parti pour que ce soit la deuxième solution. Le nucléaire aujourd'hui aurait un problème de ressources évident si on devait se limiter à la technologie qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire la fission de l'uranium-235. Pour que le nucléaire devienne durable, et du reste, les Chinois et les Russes s'y sont pas trompés, parce que c'est les deux pays les plus offensifs sur le nucléaire en ce moment, et ils sont tous les deux en train
de prendre la place que la France aurait pu avoir si elle n'avait pas abandonné son programme en cours de route. Ils sont tous les deux en train de développer un programme dit de surgénération, c'est-à-dire en utilisant des réacteurs qui peuvent exploiter l'uranium-238 et non pas l'uranium-235. Alors 238, ça veut dire que l'ensemble des neutrons et des protons dans le noyau fait 238 boules, nucléons, alors que l'uranium-235, il n'y en a que 235 en tout. Donc le 238, il a 3 neutrons en plus, il a le même nombre de protons, 92, mais il a 3 neutrons en plus. Le 235, il fissionne, c'est-à-dire quand vous lui envoyez un neutron sur la figure, il a une indigestion, il se casse en deux. Le 238, lui, il n'a pas d'indigestion, il l'absorbe et il finit par se transformer en plutonium. Et le plutonium, lui, a une indigestion si vous lui envoyez un neutron. Donc, on peut se servir de l'uranium-238 pour fournir de l'énergie nucléaire aussi. C'est juste plus compliqué, mais on sait faire. Et la France a eu un réacteur de recherche, puis un prototype industriel, Phénix et Super Phénix, qui savaient faire ça. Super Phénix a été arrêté essentiellement pour des raisons politiques. Mais Phénix est un réacteur de recherche qui a fonctionné pendant 30 ans. Alors, il a eu des hauts et des bas, comme tout réacteur de recherche. C'est quand même fait pour essuyer des plâtres, ce truc-là. Mais ça marchait. Enfin, je veux dire, on sait faire. Et du reste, c'est exactement ça que les Russes et les Chinois sont en train de faire aujourd'hui. Alors, si on passe à cette filière-là, le problème de ressources s'efface devant les autres problèmes qu'aura l'humanité, de changement climatique, de je sais pas quoi. Alors après, il y a la question de savoir est-ce que le nucléaire est une énergie résiliente, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de résister à des aléas, alors que est-ce qu'il est incapable de résister à des aléas qui, par contre, ne posent pas de problème aux éoliennes et aux panneaux solaires. Alors, au Texas, il vient de se passer l'inverse. Le vortex polaire, là, qui est allé faire un tour en Amérique du Nord, a complètement paralysé le système, enfin paralysé, oui, à moitié paralysé la production électrique texane. Alors, il n'y avait pas de soleil, parce qu'on est en hiver. Il n'y a pas eu de vent, parce que les éoliennes ont gelé. Il n'y a pas eu de gaz, parce qu'il y a eu des problèmes sur le réseau de gaz aussi. Et les seules centrales qui fonctionnaient normalement, c'est les centrales nucléaires. L'Ukraine, qui est un pays en guerre, fait fonctionner ses centrales nucléaires sans accident aujourd'hui, alors qu'à l'époque de Tchernobyl, ils ont eu un accident. Et ils ont même doublé leur production nucléaire, alors que le PIB a été divisé par 2. Donc en fait, c'est pas si... Enfin, c'est un truc qui se maîtrise. Et enfin, dernier point, une centrale nucléaire, on sait la faire fonctionner sans électronique, que les centrales actuellement en fonctionnement en France, elles ont été créées à une époque où il n'y avait pas d'électronique partout. Alors qu'un système basé sur du solaire et de l'éolien, vous ne savez pas le faire fonctionner sans électronique. Il a un besoin intrinsèque d'électronique de puissance pour assurer la stabilité en fréquence du réseau. Et il y a un besoin intrinsèque d'électronique pour le pilotage de l'ensemble parce que vous avez trop de sources diffuses pour que tout ça se commande à la main. Et en plus, il n'y a pas d'automatismes qui peuvent asservir le système de façon automatique, ce qui est le propre d'un automatisme. Donc, le nucléaire est une forme d'énergie qui peut se gérer dans un monde moins sophistiqué que l'actuel, alors que pour le solaire et l'éolien, c'est pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est pas sûr pour en faire quelque chose qui représente un terme principal de l'approvisionnement. Vous êtes cofondateur du think tank le Shift Project, qui élabore en ce moment le plan de transformation de l'économie française. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ce plan de transformation de l'économie française, il est né de la crise dite du Covid. Au moment où a eu lieu le premier confinement, donc en mars dernier, à ce moment, il est apparu évident que l'économie allait se prendre une claque. Parce que quand vous empêchez les gens d'aller au boulot overnight, c'est évident que l'économie va se prendre une claque. Et il était tout aussi évident que le gouvernement allait chercher à, derrière, soutenir et relancer l'économie en question. Et donc, à ce moment, on s'est dit, on va essayer de travailler sur la question qui est comment est-ce qu'on peut la relancer d'une manière différente de ce qu'elle était avant. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que le travail dans lequel on s'engageait était un travail de longue haleine et qu'il fallait absolument, en fait, se fixer une échéance un peu lointaine pour avoir le temps de bien faire les choses. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer de faire le programme idéal du candidat ou de la candidate idéale pour 2022. Donc, voilà ce que c'est le PTEF, le plan de transformation de l'économie française. C'est un plan qui explique comment est-ce qu'il faudrait organiser l'économie pour être capable d'avoir à la fois de l'emploi et de perdre 5% d'émissions de gaz à effet de serre par an, ce qui est à peu près le rythme auquel il faut aller si on veut tenir le fameux objectif des 2 degrés. Donc ça sera structuré en 15 secteurs, en 15 sous-ensembles, qui sont pour certains vraiment des secteurs, donc des approches sectorielles, par exemple dans les transports, le fret, la mobilité longue distance, etc.
Et pour d'autres secteurs, ça sera transversal. Enfin, d'autres approches seront transversales. Par exemple, l'emploi ou la finance ou la culture, qui est à la fois un secteur et quelque chose de transversal. Donc, on a plusieurs. Il y a la santé également, qui sera quelque chose qui est à la fois un secteur et transversal. Donc, on a découpé le chantier en petits morceaux. Et dans chacun des petits morceaux, on va essayer de voir ce qu'on peut proposer pour que l'évolution de ce morceau-là soit cohérente avec une décroissance de 5% par an des émissions et ce que ça supposait comme transfert d'emploi, c'est-à-dire là où on va en perdre et là où on en crée, et comment est-ce qu'on peut essayer d'organiser ça au mieux. Ok. Ça va au-delà de la SNBC qui juste parle du bâtiment, du transport, de l'industrie sans aller plus loin. La SNBC vous donne des objectifs, elle ne vous dit pas comment les atteindre. C'est-à-dire que la SNBC ne vous dit pas, elle vous dit il y aura tant de véhicules électriques, mais elle ne vous dit pas les gens qui auront une voiture à pétrole seront taxés à hauteur de tant par an, ou bien le prix de l'essence va monter à tant par an, ou bien, elle vous dit pas ça, la SNBC, elle vous dit juste voilà l'objectif auquel il faut qu'on parvienne. Elle ne vous donne pas les moyens d'y parvenir. Le PTEF, lui, il va se pencher sur les moyens. Qu'est-ce qu'on fait en pratique ? D'accord. Et du coup, l'année prochaine, lors des élections présidentielles, est-ce que vous pensez qu'enfin les enjeux environnementaux vont être la priorité des candidats ou pas ? Alors, on ne sait pas si on le pense. On sait qu'on est en train de travailler pour essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Après, dans la vie, tout ce que vous pouvez faire, c'est tenter. Et comme disait l'autre, tous ceux qui ont gagné ont essayé. Donc, on essaye. On maîtrise pas complètement. Vous savez, ce qui fera l'agenda des discussions des candidats, on ne le maîtrise qu'à moitié, voire pas du tout. Il suffit qu'il y ait un attentat dans le mois qui précède l'ouverture de la campagne et on va parler que de ça. Donc, on espère. Et après, on maîtrise pas, on n'a pas toutes les cartes. Nous tenons à remercier infiniment Jean-Marc Jancovici pour avoir accepté notre invitation et nous avoir fait part de son expertise. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à prendre connaissance du plan de transformation de l'économie française. On vous invite aussi à donner votre avis sur ce plan en répondant au questionnaire. Les liens sont en description. Merci de votre écoute et à bientôt!